Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants du baccalauréat international. Je vais vous faire une deuxième capsule aujourd'hui sur le livre de la liberté de John Stuart Mill. Dans cette capsule, je me consacrerai à la deuxième partie, au deuxième chapitre du livre qui s'intitule De la liberté de pensée et de discussion. Je rappelle toutefois le principe moteur de l'ensemble de l'œuvre. Vous le retrouvez à la page 78 au premier chapitre, l'introduction. Mill nous dit la chose suivante, le principe cardinal qui permettrait de régler, dit-il, les rapports de la société et de l'individu est le suivant. Les hommes ne sont autorisés individuellement ou collectivement à interférer dans la liberté d'action de quiconque que pour assurer leur propre protection. C'est ce qu'on appelle le principe de non-nuisance. Aussitôt que la protection des autres est assurée, j'ai un droit absolu sur ma propre personne. Thème tout à fait libéral qui revient à la propriété de soi. Chacun s'appartient soi-même en sa conscience. Dans le deuxième chapitre, les choses vont être un peu plus compliquées euh, dans la mesure où on va traiter de la liberté d'expression, surtout de la liberté d'expression qui est intimement liée, bien sûr, à la liberté de penser. Or, la difficulté, il la présente déjà à la fin du premier chapitre, c'est que la liberté d'expression semble devoir être limitée en un sens puisqu'elle peut heurter les autres. Or, ce que va avancer Mill, c'est qu'au contraire, la liberté d'expression doit être la plus complète possible dans la mesure où elle est inséparable de la liberté de penser. Je vais donc vous présenter l'ensemble de ce deuxième chapitre. Pour ce faire, nous allons passer à travers 4 étapes qui suivent l'ensemble du chapitre. J'y vais progressivement en suivant l'ordre d'apparition de ces éléments. Bien sûr, je vais parler du titre et de l'enjeu du chapitre. C'est les quelques, euh, les quelques paragraphes du début du chapitre. Et tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet avec un premier argument qui est indiqué par le chiffre 1 à l'intérieur du chapitre dans votre édition, qui est l'argument de la faillibilité ou plutôt l'idée de ceux qui prétendent à l'infaillibilité. Le deuxième argument central, c'est celui de la clarification et de la vitalité de l'opinion que nous adoptons. Et enfin, il termine le chapitre par une position, par un nouvel argument, en fait, celui de la complémentarité des opinions, dans la mesure où la plupart des opinions, finalement, ne sont ni tout à fait vraies, ni tout à fait fausses, mais qu'il faut départager entre le vrai et le faux. Donc, on se retrouve dans cette situation à avoir une opinion qui doit être à la fois rectifiée, mais à la fois être clarifiée et à la fois être vivifiée, si on veut. J'ai fait un schéma qui vous représente l'ensemble de ce qui est traité dans le chapitre. L'enjeu, c'est la discussion des opinions. Et quand on discute d'opinion, on peut avoir une opinion qui est fausse. Or, la discuter nous permettra bien sûr de la corriger, étant donné que bien sûr l'homme est faillible. Ça correspond au point, au point 2 de la faillibilité. On peut toutefois avoir une opinion vraie et se questionner à savoir s'il est utile ou nécessaire de la discuter. Or, nous dit Mill, encore une fois, même si on pense qu'il n'est pas nécessaire de la discuter puisque nous avons la vérité,
il faut bien comprendre que la discuter nous permettrait de clarifier notre propre propos et en plus de ça, de la vivifier. C'est l'idée que on doit non seulement être des robots qui adoptons certaines positions, mais on doit plutôt essayer de voir la signification même des opinions de manière à aiguiller activement notre conduite. On verra ça un peu plus loin. Et enfin, il termine son chapitre, je le disais, par des opinions complémentaires, où là, on montre qu'il y a une nécessité de faire vivre une forme de pluralisme pour le progrès de la société. Et ici, bien sûr, ça recoupe à la fois les opinions fausses et les opinions vraies. Et là, il y aurait chacun des arguments qui reviendrait, celui qu'on doit se corriger, celui qu'on doit clarifier et celui qu'on doit vivifier l'ensemble de nos opinions. Sur le titre du chapitre, un premier élément que j'aimerais attirer à votre attention, c'est que le titre, c'est celui de la liberté de pensée et de discussion et non pas celui de la liberté d'expression. Alors, l'enjeu, ce n'est pas seulement d'exprimer sa position, mais plutôt d'exprimer ou de laisser s'exprimer la position adverse. On pourrait représenter ceci par les trois bulles que j'ai mises ici. D'abord, vous avez une pensée, vous devez de l'exprimer, mais non seulement de l'exprimer, mais de laisser s'exprimer une position adverse qui entraîne une discussion. Et cette discussion, bien sûr, va entraîner un développement de la pensée. Cette position, vous la connaissez, somme toute, c'est celle de Platon ou du dialogue socratique, où Platon nous montre qu'il y a un lien entre penser et dialoguer. Il va même dire dans deux ouvrages, le Théétète et le Sophiste, que la pensée n'est autre chose finalement que le dialogue de l'âme avec elle-même. Bref, il ne faut pas seulement adopter une seule position, il faut adopter une position et la mettre en confrontation avec son opposé. C'est véritablement ce qu'on appelle penser. L'enjeu principal du chapitre, c'est de s'attaquer à ce qu'il appelle dans le chapitre l'opinion reçue, l'opinion commune ou l'opinion populaire, qui risque bien sûr de miner toutes les individualités ou les opinions individuelles qui sont marginalisées ou les opinions des minorités. On comprend que à l'époque 2000, il y avait déjà eu un gain considérable. Il le dit dès l'entrée du chapitre. C'est le gain politique de la liberté de presse. On peut même remonter au Bill of Rights de 1689, où on écrit clairement dans ce fameux Bill of Rights la possibilité d'adresser des pétitions à l'État. Bien sûr, ça va donner l'élan à une liberté de presse de pouvoir être membre contre le pouvoir. Cependant, l'autre danger qui apparaît et qui amène un autre type de problème, c'est celui du pouvoir non plus tant de l'État, mais du pouvoir de l'ensemble de la société, dans la mesure où on est entré dans un processus de démocratisation. Autrement dit, il n'y a pas de différence dans une démocratie entre le peuple, l'ensemble de la population qui forme la société et qui forme une majorité qui va se retrouver en position de pouvoir. Cette position de pouvoir-là, elle se manifeste à la fois par un État qui peut imposer quelque chose à la population, mais même sans avoir besoin de l'État, elle peut tout simplement tyranniser dans la mesure où
seule l'opinion ou les normes de la masse sont acceptées. C'est ce que Mill et Tocqueville et Benjamin Constant vont nommer la tyrannie de la majorité ou le despotisme de la majorité. Et c'est vraiment ici, je pense, qu'on a l'enjeu fondamental du livre de la liberté de John Stuart Mill. L'enjeu, ce n'est plus tant le pouvoir politique que le pouvoir de la société qui peut, bien sûr, par l'intermédiaire de l'État, imposer quelque chose ou tout simplement par sa propre influence. Quelle est la solution, nous dit Mill? On l'aura compris, c'est la discussion. Il faut traiter la croyance de tous et chacun. Hein, opinion est liée bien sûr à la croyance de tous et chacun. Il faut le traiter sur le terrain de la rationalité. Commençons par le portrait de ce fameux chapitre. Il nous dit, à l'entrée de ce chapitre, je vous donne la page, c'est 85. Hein, il nous donne une situation où il y a des détracteurs d'une opinion, donc des personnes qui veulent empêcher de s'exprimer une opinion. Et ces détenteurs d'une opinion qui est marginalisée ou étouffée peut être de deux types. D'abord, l'opinion des détenteurs peuvent être bonnes, être vraies. Les détenteurs auraient raison et les détracteurs, finalement, se retrouveraient dans la position de double ignorance et ils s'empêcheraient finalement d'atteindre la vérité. L'autre position, c'est celle de détenteurs ici qui auraient cette fois tort et qui donneraient finalement raison aux détracteurs, eux qui finalement se sentent justifiés de faire taire toute autre opposition, toute autre opinion qui serait opposée à la leur et qui serait finalement fausse. Or, nous dit Mill, ici, les détracteurs se privent encore d'un bien très grand. C'est celui finalement, dit-il, d'une perception plus claire, ainsi que d'une impression plus vive de la vérité que produit sa confrontation avec l'erreur. Dans le chapitre, les chiffres que vous avez, 1 et 2, correspondent à ces deux cas de figure. La première, c'est celle où l'homme prétend, ou le détracteur prétend avoir la vérité, une prétention à l'infaillibilité, alors qu'il n'en est rien et qu'il est dans l'erreur et qu'il est dans la double ignorance. Alors que dans le deuxième cas de figure, qu'on retrouve plus loin, c'est plutôt le fait qu'on est dans la vérité, mais que souvent, cette vérité-là finit par être une sorte de dogme et un dogme qui finit par être mort. Et là, je reprends, quand je parlais tout à l'heure de clarification et de vitalité, je reprends ici les deux termes qu'on vous retrouvez, une perception plus claire, ici c'est la clarification, ainsi qu'une impression plus vive de la vérité, d'où l'idée de vitalité. Donc, on verra ça plus loin. Alors, le résultat de cette situation où il y a des détracteurs qui empêchent l'expression d'une opinion adverse, c'est rien de moins, nous dit Mill, que de voler l'humanité. Voler l'humanité au sens finalement où le progrès de l'humanité n'est possible que si on finit par contester les choses qui ne vont pas dans la société. Donc le terme est extrêmement fort, je tenais à le souligner. Pour Mill, l'humanisme qu'il défend est lié finalement à la capacité de l'homme de discuter de tout. Le premier argument, celui de la faillibilité, c'est celui où on conteste
où on empêche quelqu'un de s'exprimer alors que cette personne pourrait être dans la vérité. Mais il nous dit finalement que l'homme est faillible alors qu'il prétend souvent à l'infaillibilité. Ce qui est intéressant au départ, hein, et là j'ai mis une petite peinture de Rembrandt de Saint Matthieu, à qui l'on doit, semble-t-il, la fameuse, la, la, le fameux dicton, hein, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein, dans le Nouveau Testament, il dirait, observez donc et faites tout ce qu'ils vous diront, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent ce qu'il faut faire et ne le font pas. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que Mill comprend bien, hein, que habituellement, personne, hein, va dire, hein, qu'il est dans une parfaite vérité, qu'en théorie, hein, c'est toujours bien, hein, de pouvoir discuter, hein, de toutes les opinions possibles. Euh, En tout cas, en théorie, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on est ouvert à la discussion, puis que, hein, on ne veut pas tomber dans une sorte de double ignorance. Je pense que c'est tout à fait juste. Or, en pratique, il en est tout autrement. Même si vous, chers étudiants, et moi-même comme professeur, hein, on est bien au courant de la fameuse, du fameux péché de double ignorance qu'on retrouve chez Socrate, et puis qu'on juge, hein, qu'il faut toujours s'acheminer vers une sagesse qu'on n'a pas encore ou un savoir que nous n'avons pas encore. Dans la vie courante, on prétend souvent connaître et on empêche souvent les gens de s'exprimer. Et ceci apparaît à différents niveaux, on pourrait dire à différents degrés. Il prend différents exemples. Je tenais à vous souligner. D'abord, il va montrer qu'il y a des personnes qui ont une sorte de prétention absolue, hein, des personnes qu'on ne veut jamais contredire, puis qui finissent par avoir une sorte d'ego démesuré. Ils pensent entre autres au prince absolu. On pourrait penser, par exemple, à euh, d'autres types de personnes, hein, qu'on considérait souvent comme des idiots, des personnes finalement qui pensent toujours être dans la vérité alors qu'il n'en est rien. Ces personnes-là, finalement, veulent imposer leur manière de voir sans jamais se remettre en question. Laissons tomber ce cas extrême, la plupart sont plutôt dans une prétention de l'infaillibilité, mais relative. On dit, ah ben, je me trompe, hein, souvent sur quelques éléments, mais, nous dit Mill, habituellement, on ne se trompe pas sur certaines choses et ça va correspondre, dit-il, à son groupe ou son monde, hein, ceux qui nous entourent. Par exemple, ceux de notre Église, de notre religion, de notre secte, de notre classe sociale, de notre idéologie, hein, de notre groupe d'amis. Hein, on aurait quelque chose ici qui serait plutôt sectaire. Mais dans notre section, hein, la section du monde qu'on occupe, ça finit par être tout le monde. Hein, et ce petit bout de monde-là qui nous appartient, on ne veut pas le remettre en question. Et non seulement ça, mais on pourrait, dit-il, il y a des personnes encore plus libérales, hein, puis ceux qui sont libérales, finalement, ben, ils vont être très ouverts à ce qui se passe à leur époque, hein, puis dans leur milieu, mais encore là, dit-il, hein, ça va être une sorte de prétention à être dans la vérité selon le lieu où on est ou l'époque à laquelle nous sommes, donc selon le temps. Autrement dit, on peut bien prétendre à l'infaillibilité, mais on voit bien qu'à travers les époques et les lieux, hein, même si on s'entend à une époque sur quelque chose de fondamental, c'est encore, hein, seulement à une époque donnée ou à un lieu donné. Donc, la prétention à l'infaillibilité devrait bien sûr être susceptible d'être questionnée. Mill va ensuite passer en revue des contre-arguments. J'attire votre attention sur un élément extrêmement intéressant qui m'avait échappé lors de mes premières lectures de l'ouvrage. C'est que, au sein même de ce chapitre, il est en train de mettre en pratique ce qu'il recommande de faire.
non seulement il dit de faire ce qu'il est en train de dire, mais il le fait lui-même. Il le met en pratique. Et il va discuter sa propre position, hein, selon laquelle il faut pouvoir discuter de tout. Et là, il va prendre un premier argument, premier contre-argument, celui hein, selon lequel, dans la pratique, le jugement proscrit certaines discussions. Il y a des choses hein, qu'on n'a pas à discuter. Et là, hein, il reprend autrement dit hein, tout simplement le fait que ben, dans la réalité, là, habituellement, on va au bout de notre conviction, puis on demande habituellement les gens d'avoir le meilleur jugement possible. Puis à un certain moment donné, bon, on va faire taire une position parce qu'elle nous apparaît absurde, puis c'est tout simplement hein, quelque chose qui est naturel en un sens. Donc, il faut agir selon ses convictions. Si hein, on a un jugement, puis qu'à force de juger de quelque chose, on finit par adopter une position, puis qu'on la juge infaillible, ben, il faut bien hein, faire taire les autres positions qui sont complètement hein, à l'inverse du bon sens. Qu'est-ce que nous dit Mill pour réfuter hein, cet argument du camp adverse? D'abord, il va, hein, il va dire que la réfutabilité, le fait même hein, de dire que la position qu'on adopte peut être réfutable, c'est une condition même de la vérité. Parce qu'il est possible de mettre une position en question, une opinion sur la table de la discussion, alors on peut la considérer comme potentiellement vraie. Alors que si, par exemple, on empêche toute discussion, ben là, on ne sera jamais du côté de la vérité, mais plutôt du côté d'un dogme. Ça rejoint ici, vous vous en souviendrez avec théorie de la connaissance, le fameux principe hein, qu'on retrouve chez Popper, hein, le principe de la falsification, qu'une vérité hein, scientifique n'est acceptable que si elle peut être réfutée. Donc, on voit clairement que Mill, qui précède Popper, hein, avait bien compris cette idée hein, qu'on doit sortir du dogme et que toute prétention à la vérité suppose de mettre sur la table ce qu'on adopte comme position. Il fait alors une distinction hein, pour contrer les personnes qui disent qu'il faut aller au bout de ses propres convictions. Ben, c'est pas la même chose de dire qu'on tient pour vrai quelque chose qui n'a pas été réfuté, alors même qu'on le met sur la table pour la discuter, et ceux finalement qui tiennent pour vrai quelque chose pour empêcher les autres de s'exprimer. Alors là, on parlerait vraiment de censure et Mill est en train de nous dire que cette deuxième position-là est clairement en dehors de ce qu'on appelle la vérité ou du moins la rationalité. Bon, là, j'ai marqué le progrès tient à la rectification des erreurs. Euh, je pense que c'est un argument hein, qui va revenir, mais dans l'ensemble de son œuvre, pratiquement à toutes les contre-arguments, on pourrait hein, soulever l'idée du progrès. Ben, bien sûr, hein, il faut bien aller au bout de ses convictions, mais il ne faut pas oublier hein, qu'on n'a pas le monopole de la vérité et que si on empêche les autres de s'exprimer, ça va être le fameux statu quo et on risque bien sûr de ne jamais faire avancer les choses. Donc, c'est un argument, le progrès, hein, qui va revenir, vous le verrez, tout au long de la présentation de la liberté. Le deuxième contre-argument, cette fois-ci, va déplacer le problème de la vérité vers celui de l'utilité des doctrines. Vous retrouvez ça à la page 90. L'idée, c'est ici celui lié au conservatisme. Je pense que Mill a en vue euh,
lorsqu'il développe cette position-là, même de l'utilité, un argument qu'on retrouve chez les conservateurs qui voient la tradition comme un élément essentiel pour avoir une cohérence sociale. Autrement dit, les normes d'une société, quand bien même elles pourraient être fausses, actuellement on les considère comme vraies, du moins, en tout cas, elles sont utiles. Et les mettre en question, ce serait mettre en péril l'ordre de la société. J'ai indiqué ici, hein, les normes seraient une sorte de ciment social. Mill, on le sait, est un libéral hein, qui serait associé au parti Whig en Angleterre. Il s'opposerait hein, sous cet angle au parti Tory qui est associé aux conservateurs. Je rappelle hein, ce que serait ici le conservatisme. Selon cette idéologie, le retour aux valeurs anciennes est l'unique façon d'assurer au monde une stabilité et une organisation harmonieuse. Cette idéologie préconise le respect des traditions, la hiérarchie sociale, le moralisme et la cohésion sociale. Autrement dit, hein, l'utilité des doctrines, c'est le fait qu'elles permettent hein, l'ordre d'une société et la morale, bien sûr, joue un rôle fondamental quand bien même il y aurait des aspects qui pourraient être mis en question. Que nous dit alors Mill? D'abord, il va dire hein, que le fait de déplacer le problème de la vérité vers celui de l'utilité finit finalement par être un cul-de-sac, puisqu'on peut toujours questionner la vérité de l'utilité elle-même. Il va même dire hein, que la vérité fait partie de l'utilité. Lorsque quelque chose est vrai, selon lui, ça mène à un progrès, à quelque chose de plus utile, lui qui est d'ailleurs un utilitariste. On pourrait alors poser la question, est-ce vraiment utile ou est-ce nuisible d'adopter cette position-là? Alors, on ne fait que déplacer le problème. Et en ce sens-là, il est toujours intéressant de débattre et de discuter pour ce qui est de la vérité. Il en est de même alors pour la vérité de l'utilité d'une opinion ou de son contraire. L'exemple qui est donné par John Stuart Mill, c'est celui de la croyance en Dieu ou en une vie après la mort. Dans ce contexte-là, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il va montrer hein, au début de, cette, section-là que à son époque, hein, on n'est pas dans une période où la foi hein, va jouer un rôle fondamental hein, et où les convictions religieuses hein, sont à leur plus haut. Au contraire, hein, on va être plutôt dans une position où la foi va s'être effritée un peu hein, et où on craint en même temps hein, le danger, une sorte de relativisme ou de scepticisme grandissant par rapport aux doctrines morales. Et là, hein, c'est l'époque victorienne, on pense finalement qu'il faut quand même garder hein, le tissu social. Hein. Les conservateurs pensent que malgré le fait hein, qu'on n'a peut-être plus autant la foi qu'on l'avait, en même temps, il faut que la société puisse se maintenir. Donc, on voudrait conserver finalement certaines valeurs, certaines doctrines, certains points de morale, de manière à ce qu'on conserve l'ordre social. Et là, bien sûr, ce que va nous dire Mill, c'est qu'on doit faire la différence finalement entre un acte de foi, hein, croire en quelque chose, et l'idée hein, que finalement, non seulement je vais croire, mais je vais empêcher l'autre de pouvoir même s'exprimer. Autrement dit, on peut très bien, par exemple, avoir foi
ou du moins avoir une position, puis y croire à un certain degré, sans être obligé finalement d'être fanatique et d'empêcher les autres d'avoir leur propre croyance. Donc, on peut très bien avoir une foi ou croire en quelque chose tout en étant tolérant. Et en ce sens-là, hein, il va dire que celui qui a une foi, hein, c'est pas la même chose. Donc, celui qui tient à une croyance, ça ne veut pas dire hein, qu'il est nécessairement quelqu'un qui prétend à l'infaillibilité. Celui qui prétend à l'infaillibilité, c'est surtout celui qui va faire taire l'autre. Et là, clairement, on arrive dans un cas d'intolérance qui est inadmissible pour John Stuart Mill. Parce que l'intolérance, bien entendu, finit par nuire à autrui. Troisième contre-argument. Il va montrer hein, que, et là, il va prendre un conservateur de l'époque qui s'appelle Samuel Johnson, me semble-t-il, euh, et qui donne l'argument suivant que la persécution, hein, donc si on est conservateur, on tient à une doctrine, puis on va persécuter certaines personnes, on va être les détracteurs d'une certaine position. Or, celui qui persécute, en un sens, ben, il est capable de, il est capable de mettre à l'épreuve une opinion, puis finalement, si cette opinion-là, elle est dans la vérité, ben, cette persécution-là va finir par montrer hein, que c'est cette vérité-là, finalement, qu'il faut retenir. Autrement dit, à, même s'il y a des martyrs, même s'il y a finalement des personnes qui souffrent en raison de leur croyance, de leur opinion qui s'avère au bout du compte vrai, la vérité triomphera toujours. Donc, ce n'est pas un si grave problème, cette idée de persécution. Alors, c'est un argument hein, qui est assez déconcertant pour Mill. Et là, bien sûr, hein, il dit que c'est les derniers retranchements. Il va dire, ben, quand on est rendu avec ce type d'argument-là, on est un peu désespéré. Pourquoi? Parce que bien sûr, ici, on est clairement dans une position proche de l'obscurantisme, sinon carrément dans une position barbare, hein, où on va même permettre la violence et empêcher, bien sûr, le progrès qui serait du côté de la civilisation. On peut peut-être penser hein, c'est pas dit dans le texte, là, mais à, à l'Inquisition, par exemple, hein, le tribunal de l'Église catholique qui soumettait à la torture hein, des personnes. Et puis, hein, on se disait tout simplement, ben, si hein, la personne est torturée, puis on lui demande d'avouer un crime, ah ben si il est dans la vérité, Dieu va lui venir en aide, puis de toute façon, hein, ça va nous assurer que Dieu hein, va assurer hein, son, que, son, que ce qu'il est en train de dire est véritablement vrai ou faux. Donc, bien sûr, quand on torturait quelqu'un, c'était pas long que la personne finissait par avouer. Alors que si hein, elle maintenait hein, sous la torture une position, ben alors on considérait hein, que là, euh, Dieu était pratiquement intervenu. Ce qui arrivait, on s'entend rarement, sinon jamais. Puis on en faisait bien sûr des martyrs. Bon. Euh, mais laissons de côté cet élément-là. Bien sûr, hein, tout ce qui est développé ici par John Stuart Mill, c'est l'idée hein, de l'intolérance religieuse. Et ce qu'il montre finalement, c'est que la vérité triomphe difficilement. Euh, si on lui met des bâtons dans les roues, il faut plutôt essayer de favoriser le progrès et que la discussion ici va jouer un rôle fondamental. Avoir ce type d'argument hein, que la vérité triomphe toujours, puis que la persécution ou une position plus conservatrice hein, garantit quand même l'apparition de la vérité, c'est tout simplement avoir, nous dit Mill, une position rétrograde. L'autre aspect, lorsqu'il traite de ce contre-argument, c'est de dire hein, que malgré tout, en Angleterre, on est maintenant dans une civilisation plus avancée, sinon la
civilisation européenne occidentale qui voudra dominer l'ensemble des autres nations, on le dit dans l'esprit du colonialisme. Mais même si il y a eu un grand progrès en Angleterre, Mill va montrer qu'il y a encore des problèmes à son époque. D'abord, il va montrer que même si on ne torture pas les gens, par exemple, euh, pour, euh, pour faire triompher, par exemple, une opinion qui pourrait même être fausse, malgré tout, il y a encore des absurdités. Il nomme, par exemple, le fait que si on est athée, on va être exclu, par exemple, des tribunaux. Pourquoi? Parce que on doit jurer sur la Bible. Et puis, si on n'est pas croyant, ben, la personne ne peut pas finalement avoir un témoignage qui est valable aux yeux des tribunaux. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut tout simplement affirmer qu'on va dire la vérité. Euh, mais à cette époque, ce n'était pas le cas. Donc, absurdité ici, aussitôt finalement qu'on n'a pas une religion, on finit par être complètement discrédité. L'autre élément, enfin, c'est la stigmatisation au moyen de l'opinion. Et il va montrer finalement que lorsque la persécution se fait sentir et lorsqu'on peut être intimidé par une masse, par une population finalement qui va en sens inverse de sa propre position, on finit par se taire. On finit tout simplement par s'exclure en un sens de la société et on finit par être marginalisé. Donc, c'est ce qu'il appelle la stigmatisation. Et il va dire ici que c'est souvent encore plus fort que la loi. Plus fort que la loi, en un sens, l'opinion dominante est tellement présente qu'on va finir par se retrancher dans sa vie privée et par ne plus apparaître aux yeux des autres. Et là, ça l'empêche, bien sûr, une opinion de circuler. Et le danger, c'est que cette opinion, comme nous le disions, soit vraie.